Alors ceux qui véritablement haïssent Rousseau et ne pensent qu'à le déshonorer sont ceux qui considèrent que sa philosophie est dangereuse pour la liberté. Et ils reprennent un certain nombre de critiques qui n'ont eu de cesse d'être répétées au XIXe siècle depuis Benjamin Constant. La théorie de Rousseau est liberticide, il porte atteinte aux libertés individuelles, l'État est omnipotent chez lui, la volonté générale est infaillible, la souveraineté populaire n'a pas de limite. Toutes ces critiques finalement convergent pour faire de Rousseau une sorte d'apprenti despote. Et on dit évidemment, à cause de Rousseau, la faute à Rousseau, à cause de Rousseau, on a eu la terreur. Parce que Rousseau aurait joué un rôle via Robespierre dans le comité de salut public. Donc Rousseau, ancêtre de la terreur, c'est quand même lourd à porter. Donc voilà pour ceux qui, en quelque sorte, essayent de le discréditer. Mais de l'autre côté, il a aussi ses partisans. Et je voudrais juste le dire en 2 mots, sans rentrer dans le détail des différents acteurs. Rousseau a été porté au nu par un certain nombre de républicains qui considéraient qu'il avait forgé la Déclaration des droits de l'homme. Et donc Rousseau, en tant que père fondateur des droits de l'homme, avec Montesquieu aussi, faut bien le dire, a été aussi porté au nu. On lui a fait une statue au moment du centenaire. Et Rousseau est devenu l'enjeu d'un combat politique pour les défenseurs de la République. Il faut s'imaginer qu'en 1912 encore, au moment du bicentenaire de la naissance de Rousseau, il est né en 1712, eh bien, il y a des combats de rue au nom de Rousseau. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les camelots du roi, et de l'autre les partisans de la République. Les camelots du roi conspuent le métèque, Rousseau le métèque, et les partisans de la République disent « Vive la République, vive Rousseau ». Donc, son nom est si intimement lié à la Constitution de la République française qu'on se bat physiquement en son nom. Alors bon, on pourra rentrer ensuite plus dans les détails, mais voilà pour dire à quel point l'enjeu est brûlant au moment de la constitution de la République. En quel sens on l'emploie au sens où nous, aujourd'hui, on emploie démocratie, Rousseau peut être dit démocrate à bien des égards, sauf sur la question de la représentation qu'on a déjà évoquée. Ce qui est important pour lui, c'est que le souverain, c'est-à-dire le peuple, contrôle le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Et donc il y a une division nette et une séparation nette des pouvoirs entre les deux, avec une subordination de l'exécutif au législatif. Dès lors, même dans une république qui est avec un gouvernement qui est une aristocratie élue, on peut rester tout à fait républicain. Parce qu'on contrôle, comme disait Patricia Nivet, chaque année, on vérifie que voilà, les gouvernants, les magistrats ont bien fait leur travail. Et Rousseau insiste sur le terme, ils doivent être des commissaires du peuple. Donc vraiment, on vérifie ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de laisser le gouvernement s'émanciper et n'en faire qu'à sa tête. Donc le peuple ne gouverne pas, il ne doit pas gouverner, dit Rousseau, pour une raison bien simple, qui est qu'on ne peut pas à la fois s'occuper du général et du particulier. Et c'est sur cette division presque épistémique que repose tout l'argument de Rousseau. D'un côté, la volonté générale s'occupe des affaires générales, et les lois pour Rousseau, expression de la volonté générale, c'est en fait les lois constitutionnelles, pour le dire vite. Donc c'est pas les petites lois, les petites mesures qu'on prend tous les ans, c'est vraiment les grandes lois qui structurent l'État, qui organisent les institutions. Et de l'autre, le gouvernement, il s'occupe de la gestion quotidienne, il s'occupe des nominations. Et si le peuple s'occupait par exemple des nominations particulières, il se corromprait inéluctablement. Et donc il y a une division du travail très stricte. Le peuple contrôle le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui s'occupe de tout le détail de l'ingénierie quotidienne. Et donc je pense qu'en fait, en un sens, il est démocrate parce que le gouvernement est contrôlé, mais il ne l'est pas au sens où ce n'est pas le peuple qui peut légitimement exercer le pouvoir exécutif. Encyclopédie en 1755, il y a toute une théorie de l'éducation publique. Donc la vertu doit être dans chaque citoyen, chose sublime, etc. Mais quand même assez difficile, même si tout un chacun, aussi simple d'entendement soit-il, paysan, etc., peut y accéder, il faut quand même de l'éducation. Et donc Rousseau est un penseur au départ de l'éducation publique et patriotique, dès le plus jeune âge. Il faut apprendre dès le plus jeune âge que la patrie nous donne des droits, que la patrie nous aime, fait beaucoup de choses pour nous. Mais, bizarrement, dans le contrat social, cette dimension s'estompe jusqu'à quasiment disparaître. Il n'est plus question d'éducation publique dans le contrat social. Alors, c'est d'autant plus étonnant que l'année même où paraît le contrat social, 1762, Rousseau fait paraître l'Émile, ou de l'éducation,
qui est un traité d'éducation, mais domestique, c'est-à-dire c'est l'éducation dans la famille, enfin au sens large, d'un enfant devenu adolescent qui sera citoyen dans la société corrompue, et pas dans la patrie, parce que nous dit Rousseau, la patrie, il y a des chances qu'elle n'advienne pas, qu'elle soit chose du passé, etc. Et donc, qu'est-ce qui remplace l'éducation patriotique dans le contrat social? C'est la religion civile. C'est-à-dire que les sentiments de sociabilité, les sentiments du citoyen doivent être alimentés par des rituels civiques et par une sorte de profession de foi, qui comprend notamment la sacralité du contrat, la sacralité des lois, et les sentiments de sociabilité qu'on pourrait appeler de fraternité. Et il me semble qu'il y a une vraie évolution de ce point de vue, même si ensuite, dans ses textes sur la Corse et la Pologne, il revient aussi dans des contextes locaux sur la nécessité d'une forme d'éducation publique ou patriotique. Il y a une postérité énorme de cette idée-là, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut pas y avoir de vraie égalité de droit sans égalité relative des conditions et des fortunes. Ce point-là est absolument décisif. Alors, encore une fois, Rousseau lui donne quand même un tour tout à fait original dans le texte qu'il a écrit avant le contrat social, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il nous explique que si on est dans une situation d'asymétrie de richesse trop forte, tout acte juridique, tout contrat, sera forcément un pseudo-contrat qui servira d'intérêt des, on dirait, classes dominantes, intérêts dominants, possédants, comme on veut. Et donc, dès lors que, quand on parle d'une situation d'asymétrie forte, on ne peut pas produire de l'égalité, on ne peut pas produire d'égalité de droit, on ne peut pas produire du vrai droit, entre guillemets, eh bien, il faut absolument des conditions relativement égalitaires pour pouvoir construire des institutions légitimes. Alors, ça passe notamment, dans l'article économie politique de l'encyclopédie, par une théorie de l'impôt. Rousseau a une théorie de l'impôt, comme Montesquieu d'ailleurs, et une sorte de théorie de l'impôt qui passe... c'est-à-dire la situation aujourd'hui. Qu'en est-il de Rousseau dans le néo-républicanisme? Et pour l'essentiel, aujourd'hui, le néo-républicanisme, c'est Philippe Petite, dont le livre Républicanisme a eu un succès mondial vraiment de très très grande ampleur. Alors, très bizarrement, Rousseau est minoré par le néo-républicanisme. On vient de voir qu'il était absolument constitutif de la formation du républicanisme français. Et bien, dans le républicanisme à l'anglo-saxonne, entre guillemets, avec tous les guillemets qui s'imposent, Rousseau est quasiment absent. Ou alors, il est écarté de la tradition républicaine. Pour Philippe Petite, ce n'est pas un vrai penseur républicain. C'est un penseur populiste, parce qu'il aurait défendu justement la souveraineté absolue du peuple, la démocratie directe, alors que le vrai républicanisme, c'est la constitution mixte, c'est le contrôle des gouvernants par le peuple, mais pas vraiment la souveraineté du peuple. Et donc, là, on a un constat tout à fait surprenant de voir Rousseau un peu mis sur la touche dans cette recomposition du paysage contemporain. Rousseau qui a été en quelque sorte minoré, voire oublié, même si ensuite il y a eu d'autres tentatives pour le réhabiliter. Alors, je dis juste un mot pour conclure. Il me semble que cette minoration de Rousseau dans le républicanisme contemporain témoigne d'un profond malaise du néo-républicanisme. Je crois qu'il faut prendre cela comme un symptôme. Le néo-républicanisme a essayé de reconstruire une généalogie, une galerie des vieux ancêtres. Et dans cette galerie des ancêtres, il y a Machiavel, au fondement, mais il y a aussi, à certains égards chez Petite, Locke et Montesquieu, traditionnellement associés aux libéraux. Et pas Rousseau. Et je crois que le fait que Rousseau ait été ainsi exclu témoigne du fait que cette généalogie de la pensée républicaine doit être revisitée et témoigne peut-être à certains égards du caractère idéologique de la reconstruction. Voilà, je vous remercie. C'est important de rappeler que la volonté générale ne se déclare pas dans n'importe quelle condition. Et ça, Rousseau insiste énormément là-dessus. Il ne suffit pas de se rassembler, de faire une assemblée constituante pour que la volonté générale se déclare par la même. Au fond, il y a des conditions très strictes, alors que le peuple soit suffisamment informé, qu'il délibère sans faction, ce que Rousseau appelle les sociétés partielles, c'est-à-dire
sans parti politique, qui existait par exemple dans l'Angleterre à l'époque où écrit Rousseau. Rousseau considère que l'Angleterre n'est vraiment pas une vraie république du tout, bien que ce soit discuté à l'époque. Il considère qu'en fait c'est un peuple d'esclaves. Ils vont voter, mais le moment même où ils votent, en fait, c'est le moment où ils deviennent esclaves pour 5 ans, le temps de la mandature. Donc, il est très très critique sur les Anglais. Mais disons que Rousseau considère qu'il ne faut pas de société partielle, il ne faut pas de faction, il ne faut pas non plus de phénomène de déférence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les grandes familles, ce qui se passait à Genève, concrètement dans le Conseil général à Genève, il y avait toujours des grandes familles qui pesaient au fond sur les voix, pas forcément, qui les achetaient pas forcément, ça se pratiquait en Angleterre, l'achat de voix beaucoup, ça se pratiquait pas forcément à Genève, mais qui pesaient par simplement leur magistère moral, politique, etc. Et Rousseau est très sensible à ce phénomène qui peut, disons, faire que l'Assemblée ne sera pas vraiment, on peut dire démocratique ou républicaine, au fond, peu importe, mais qu'elle n'exprimera pas la volonté générale. Et donc, qu'est-ce que la République? C'est être vigilante sur le fait que ces conditions soient respectées. Ça me paraît essentiel.